Bonjour, je suis ravie d'être là avec vous pour partager et c'est des choses qui m'a beaucoup plu dans l'expérience Cortex, c'est-à-dire effectivement parler, mais aussi avoir ces ateliers. Et merci aux trois startups. C'est fascinant de voir effectivement en étant médecin autour de son patient, en étant passionné de musique et celui qui a envie d'avoir la musique adaptée, ou en étant celui qui connaît le monde de cette innovation des restaurants et qui a envie d'avoir sa commande plus vite et plus tôt. L'inventivité et surtout le fait d'arriver à poser en fait avec des équipes petites, agiles, l'innovation là, sur la table, y compris dans un marché qui est hyper contrôlé en fait et normé comme celui de la médecine. En tant que patient, on n'a pas envie de se prendre un traitement qui puisse avoir des effets différents. Ce dont je voulais vous parler là, c'est en fait une start-up. On voit combien c'est dur, on voit combien vous savez vous impliquer dans l'écosystème. Cet utilisateur, ce client, en fait, il bouleverse, au-delà de ce monde des startups, il bouleverse aussi toutes les entreprises, y compris les grands groupes. Il bouleverse toutes nos entreprises, il bouleverse notre vie, mais il bouleverse aussi notre vie au travail. C'est ça dont je vais parler avec trois notions. Donc une notion, je vais vous parler de design thinking. Certains le connaissent dans la salle, d'autres vont peut-être le découvrir. Je vais revenir à quelques fondamentaux. Je vais vous parler d'innovation ouverte et je reviendrai à une notion de responsabilité. Ces objets connectés qui nous entourent, ils permettent, vous avez vu, de savoir tout sur nous. Demain, elle connaîtra mes groupes musicaux, elle saura si j'aime être en tête-à-tête avec mon amoureux le vendredi soir, plus tous mes protocoles médicamenteux, etc. En fait, on devient nu face à cette technologie. Donc pour moi, c'était important de finir sur cette notion de responsabilité. Première chose, c'est design thinking. C'est un mot à l'anglo-saxonne. En fait, dans les entreprises, jusqu'à il y a 5 ans, mais ça existe encore beaucoup dans les entreprises qui sont très B2B, l'innovation, c'était le market push et le technopool. Encore un anglicisme, c'était le marché demande, donc je lis mon marché, je fais des études, je regarde ce qui se passe. Ou alors j'ai une techno, donc Altran, on est plutôt une société qui vient du monde de l'ingénierie, j'ai une techno nouvelle, un matériau nouveau, un système qui permet de faire de la connectivité, et donc du coup je vais trouver au milieu de tout ça, entre le faisable et le viable, quelque chose que je vais proposer sur le marché. Et bien ça marche plus. Ça marche plus dans un monde qui va plus vite, ça marche plus face non seulement aux révolutions technologiques, à la transformation digitale, mais ça ne marche plus non plus avec les transformations sociales, sociétales que l'on vit et tous les autres défis qu'on a à relever. Et en fait, la solution, elle vient de ramener un troisième cercle, en fait, qui est le cercle de l'humain, qui est le cercle de nous, nos clients, nos utilisateurs, et de se dire, en fait, l'innovation, elle vient, et l'expérience de l'utilisateur, elle vient lorsqu'on a fait cette innovation de process à laquelle est habituée l'industrie, pour faire le système viable économiquement et faisable technologiquement, et qui va avoir le nombre de bugs pas trop limité, qui va fonctionner comme on l'attend. Mais c'est surtout aussi, ici, qu'est-ce qui va être désirable, qu'est-ce qui va être utile, utilisable de manière facile, intuitive par l'utilisateur. Et je ne parle pas que du client, je vais revenir là-dessus, je parle de l'utilisateur. On va revoir en fait ce champ d'innovation fonctionnelle, qui est celui que connaissent bien les ingénieurs. C'était ce qu'il y avait dans les normes d'analyse de la valeur quand on était là-haut. Mais là, en fait, on y ajoute un champ de compétences, de connaissances complètement nouveau qui fait le lien avec d'autres métiers. L'innovation émotionnelle. Alors ça, moi j'ai des grands souvenirs, il y a 10 ans, quand on arrivait avec des designers dans des sociétés d'ingénierie très dans le dur, ceux qui font des moteurs d'avion, des moteurs de voitures. Quand on parlait d'innovation émotionnelle avec un designer, on regarde avec des yeux ronds, en disant attendez, nous on produit des systèmes industriels, on produit... Et l'innovation industrielle, paradoxalement, l'innovation émotionnelle, pardon, paradoxalement, c'est un domaine qui est assez peu exploré. C'est des choses dont on pourra discuter si vous le voulez à la pause, mais c'est un champ sur lequel il y a encore beaucoup à travailler. Et lorsqu'on arrive à faire converger les trois, on attend le Graal.
une expérience utilisateur sur le sujet. Le design thinking, en fait, ça a été théorisé par Tim Brown d'IDEO, donc plutôt pour des consumer goods. Et aujourd'hui, en fait, c'est une méthode qui diffuse, hein, c'est une vague qu'on trouve en fait dans tous les plus grands groupes, y compris les sociétés extrêmement industrielles. Il y a 4 principes à retenir. Le premier principe, c'est penser à l'utilisateur final. Et c'est lui, en fait, qui va être au centre, on parlera processus un peu tout à l'heure, c'est lui qui va être au centre, en fait, de tout le processus de conception. C'est lui qui va regarder par-dessus votre épaule, c'est à lui que vous allez penser quand vous allez intervenir à la conception. Le deuxième point, ça s'appelle le design thinking. Donc en fait, c'est d'utiliser des designers. Ça paraît une évidence, mais faire du design thinking sans designer, c'est juste une aberration. Un designer, c'est quelqu'un qui a été formé 5 ans à ce métier, qui a un certain nombre de qualités et de définitions. Et en fait, souvent, on amène le design à la fin pour rendre les choses sexy. Design thinking, c'est on repart des valeurs, on repart de la connaissance de l'utilisateur avec un designer. Et autour de ce designer, en fait, on va mettre une équipe, c'est le troisième principe, on va assembler une équipe extrêmement multidisciplinaire. En fait, lorsqu'on est en conception d'innovation dans le monde volatile, incertain, etc., dans lequel on vit aujourd'hui, où tout va extrêmement vite, l'idée, c'est d'arriver, en fait, à assembler des choses assez improbables. Et dans le improbable, c'est dans une entreprise qui est très technologique, d'amener des anthropologues, des ethnologues, des sociologues qui vont participer à l'étude de terrain. Quand on est dans un monde qui est plus, je dirais, dans la connaissance du client, où on parlait de luxe tout à l'heure, c'est d'amener justement d'autres compétences d'ingénierie pure et dure. La capacité à aller chercher aux interfaces, à faire naître, en fait, en plus de ce que vous aurez été chercher autour de votre utilisateur, c'est d'amener en fait cette diversité, va vous permettre de faire jaillir des idées nouvelles, des solutions nouvelles, qui sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, elles peuvent être extrêmement loin d'idées reçues, de choses que vous pensez connaître et savoir au plus profond de vous-même. Vous allez accueillir une surprise venant de cette nouvelle équipe et de ces nouvelles sources. Il va falloir savoir accueillir cette surprise. Le design thinking, c'est un process qui n'est pas seulement analytique, c'est aussi beaucoup d'intuitivité. Il va falloir savoir accueillir cette surprise et se dire qu'est-ce que j'en fais. Vous verrez, on utilisera tout à l'heure dans l'atelier un des outils du design thinking et on a la chance dans la salle d'avoir une équipe extrêmement diverse. Ensuite, la quatrième principe, c'est de rendre les choses tangibles, très très tôt et très très vite. En fait, l'idée, c'est se tromper vite et se tromper souvent pour en fait aller encore plus vite. Parce que ce qu'on va avoir tangibilisé, ça va être un dessin, ça va être une vidéo, ça va être une maquette en carton, ça va être... Ça, vous allez pouvoir l'amener très vite à votre utilisateur, le laisser regarder, utiliser, et là vous allez avoir en fait des surprises par rapport, encore une fois, par rapport à ce qu'il va y trouver comme valeur, comme intérêt. Et en tant qu'équipe multidisciplinaire, vous allez revenir, retravailler en fait votre prototype et lui ramener. En fait, derrière un mot, nous on a eu la chance de faire un projet avec une sémiologue. Derrière un mot, en fait, vous pensez que vous utilisez le même mot, donc vous vous comprenez, mais en fait, derrière un mot, si vous venez d'industries différentes, de corps de métiers différentes, vous allez mettre des significations extrêmement différentes. Au contraire, vous pouvez utiliser des mots très différents et en fait vouloir dire exactement la même chose. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Sémiologue, ça peut aussi être une partie de votre équipe. Et la tangible, ben, ça aide à aller au-delà des mots et à observer ce que l'on met en place. Et le cinquième principe, c'est, je disais tout à l'heure, le droit à l'erreur. Au contraire, on doit se tromper très tôt, très vite, quand ça coûte pas cher, quand on est sur papier, quand on est en train de raconter une histoire. Il faut en fait travailler avec ces cycles extrêmement rapides. Donc ça paraît simple, 5 principes, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et le design thinking, on l'applique, on pense à l'appliquer, et c'était créé pour l'appliquer à des produits.
mais ça s'applique aussi à des interfaces, à l'interface homme-machine, ça s'applique aux services, au process, à une organisation et à un problème beaucoup plus global. Parce que l'approche en fait du design thinking, c'est une approche holistique, donc c'est une approche d'un système complet qui va travailler aussi sur les liens en fait de ce système. Je donne un exemple pour essayer de rendre concret. Je vous donne un exemple très différent de celui montré par les startups. C'est le monde du contrôle aérien. Donc en fait aujourd'hui, le trafic aérien d'ici à 2040 va être multiplié par 5. On est de plus en plus nombreux à se déplacer en avion. Et fort heureusement, il y a une réglementation qui existe à différents niveaux pour nous aider à ce que ce transport aérien soit sûr. Donc il y a un groupe de travail qui s'appelle César au niveau de la Commission européenne qui travaille à rendre le ciel plus sûr pour nous et qui a imposé en fait une réglementation qui nécessite de passer par des outils et des outils numérisés qui vont permettre en fait de mieux contrôler, de mieux tracer en fait ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui. Donc il y a eu énormément de développement de systèmes embarqués extrêmement sûrs. On a développé des interfaces. Pour Altran, ça a été un de nos plus gros clients sur l'Angleterre pour développer ces systèmes embarqués et ces interfaces. Et par contre, il y a 3 ans, 4 ans, Christophe, qui est là-bas, Damien, qui participe à ce projet, pourront en parler. Il y a 3-4 ans, en fait, NATS, c'est National Air Traffic System, c'est eux qui contrôlent le nœud de trafic aérien le plus important, un des nœuds plus importants du monde, le plus important d'Europe. Dès lors que vous passez en avion au-dessus de l'Angleterre, vous êtes contrôlé à un moment donné par une de ces personnes, un de ces contrôleurs aériens. Les contrôleurs aériens, on en entend beaucoup parler en période de grève, parce qu'on sait qu'ils sont peu nombreux. C'est des gens qui ont des aptitudes extrêmement particulières, parce qu'ils arrivent à voir en 4 dimensions, donc les 3 dimensions de l'espace, plus le temps. Ils utilisent donc des systèmes de radar, ils utilisent différents types d'interfaces et d'écrans. Vous voyez une salle là-haut, vous voyez dans quelles conditions travaillent ces contrôleurs aériens. Et malgré ça, en fait, malgré cette réglementation, malgré le fait qu'il y a une énorme complexité et beaucoup de trafic, ici, en fait, vous avez les aéroports londoniens. Vous voyez les voies lumineuses, en fait, représentent le trafic des avions qui atterrissent sur ces aéroports. À Heathrow, qui est un des plus gros aéroports en termes de trafic du monde, en fait, un contrôleur aérien, qu'est-ce qu'il utilise? Est-ce qu'il utilise tous ces systèmes hyper avancés? Non. Ils utilisent encore des bandelettes de papier et un radar. Ils ont chacun leur petit hexagone de zone de contrôle du ciel et ils sont l'un à côté de l'autre et ils sont responsables de certaines listes d'avions. Et quand votre avion avance, il passe la petite bandelette de papier sur laquelle il a des petites notes au crayon à son collègue. Et ces personnes, extrêmement longues à former, avec des aptitudes très particulières, en fait, elles ont dit ben non, nous on n'en veut pas de vos nouveaux systèmes. Et en fait, c'est pas sûr, c'est pas pratique, on n'arrive pas à l'utiliser. Et là, ce qui était intéressant, c'est un projet qui dure depuis 1 an et demi. C'est une des plus grosses équipes de design intégrées à une équipe de développement que j'ai vu. Il y a 8 designers en fait, qui travaillent avec des ergonomes, des cogniticiens, où ils sont allés se mettre à côté, observer. En fait, le terrain, la première phase, c'est d'observation. Aller regarder en fait quels étaient les gestes, les pratiques, au-delà de ce qui était dit par les contrôleurs, quelles étaient leurs pratiques, et itérer très vite, je reviens sur le process, pour concevoir en fait ce que pouvait être l'interface future et la station de travail du contrôleur de demain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des utilisateurs. Le deuxième utilisateur, c'est la réglementation qui dit des personnes autres que les contrôleurs doivent pouvoir contrôler un incident, lorsqu'il y a eu un incident en fait, dans le ciel et dans le trafic. Arriver à voir et comprendre cette complexité, c'est extrêmement difficile. Donc là aussi, c'est trouver des manières de visualiser des interfaces qui vont permettre à monsieur et madame tout le monde, à vous, à moi, au patron d'une société de sécurité, de vérifier, de comprendre ce qui s'est passé, en fait, quel était l'incident dans le ciel.
Donc ce type d'approche, je vous montre sur quelque chose qui est hyper complexe à appréhender, mais en fait c'est juste ce que sont en train de commencer à vivre les opérateurs dans ce qu'on appelle l'usine 4.0. Ces usines hyper automatisées, hyper flexibles, où là pour le coup la connectivité elle est partout, elle est sur les machines, elle est sur votre pied à coulisses, vous allez voir tout à l'heure, elle est même sur les hommes. En fait, quelles sont les interfaces, quelles sont les manières d'interagir, les typologies d'interfaces qui ne seront sûrement pas que des écrans, en fait, qui permettent à cet utilisateur en fait, d'être au centre du processus de conception des futurs systèmes. Et donc, quand je parlais d'utilisateur avec une tasse centrale dans le design thinking, l'usine 4.0, elle est là pourquoi? Elle est là parce que moi, cliente, j'ai commandé une voiture avec plein d'options parce que je souhaite l'avoir demain, je souhaite pouvoir la suivre en temps réel pendant sa fabrication, en plus je veux qu'elle ne pollue pas, etc. Et donc c'est moi qui vais faire demain la ligne de commande et la ligne de production de cette usine. Je ne sais pas si vous me suivez, l'utilisateur final et tout ce que ça amène en fait dans des interactions et des systèmes qui doivent être conçus pour et autour des utilisateurs qui vont avoir à les manier. La deuxième notion, c'est autour de comment ça se met en pratique tout ça. Je parlais de démarche qui était à la fois analytique et intuitive. Ça, c'est un schéma fait par IDEO, c'est de dire, voilà, c'est une méthode inductive. On va en fait travailler sur de l'incertain, aller chercher des patterns, des insights qui vont permettre en fait de développer des concepts et d'arriver à définir une solution. Un autre exemple de démarche, c'est de Stanford, c'est de dire, ça commence par de l'empathie. On va en parler tout à l'heure, on doit arriver au travers d'outils, on va utiliser des personas, arriver à avoir une empathie avec cet utilisateur final, mais aussi avec d'autres utilisateurs sur la chaîne de valeur. Aller l'explorer, il va falloir définir en fait un point de vue, ça on en parlera tout à l'heure, quel est l'angle, quelle est l'approche qu'on va prendre sur ce qu'on est en train de concevoir, idéer, ouvrir le champ créatif, prototyper très vite, tester, et dans tout ça il y a des flèches et des itérations dont on parlait tout à l'heure. On l'illustre, ça c'est un exemple de démarche qu'on utilise dans notre équipe. Ça c'est une démarche de design de service, où en fait on voit ça comme un parcours, c'est une expérience, le projet est une expérience en lui-même. Vous commencez par le terrain, par ce point de vue, les créativités. Ce qui est intéressant, c'est d'être en créativité autour des utilisateurs, mais d'avoir aussi des créativités avec les gens du métier. Les gens du métier, c'est ceux qui vont avoir à produire le service, qui vont vous amener aussi, décider, et puis pouvoir tester, etc. Donc, des démarches en équipe multidisciplinaire, agiles et centrées autour de l'utilisateur. Pour le faire, on a vu équipe multidisciplinaire. Aujourd'hui, dans une entreprise, quelle que soit sa taille, en fait, on ne peut plus innover seul. C'est la palissade. Dans le monde du digital, avec l'apparition des systèmes connectés, en fait, c'est encore plus vrai. Et qu'est-ce que c'est que l'open innovation? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc, Stéphane, tout à l'heure, a présenté l'Institut. Donc là aussi, c'est un nouveau processus. Alors certains, comme Monsieur Jourdain, le faisaient sans le savoir. Mais pour moi, l'open innovation, c'est quelque chose dont on a encore vécu, je pense, malgré ceux qui la pratiquent, que 5% de l'iceberg. Ça va être une transformation majeure. Travailler en écosystème, ce qui fera le succès ou non d'un produit, d'une entreprise demain, ce sera la qualité de l'écosystème que vous aurez construit, que nous aurons construit. On parlait tout à l'heure d'ubérisation. En fait, le monde d'aujourd'hui, le monde sera le monde que l'on construira en écosystème. Et comment réussir, en fait, on dit l'open innovation, c'est en fait l'entreprise qui s'ouvre aux apports externes, donc aux startups, mais pas que, à ses partenaires, à ses utilisateurs, etc. Et qui structure des flux de connaissances entrant et sortant, pas que, parce qu'il y a plein de flux en fait qui vont traverser les processus de recherche d'innovation d'entreprise, qui vont être des flux entrants et sortants, des flux de connaissances,
des nouveaux business models, des nouveaux modes de propriété intellectuelle. Nos salariés dans nos entreprises, l'équipe de Prism tout à l'heure, ils ont créé leur structure en sortant de l'école, ils ne sont même pas passés par la case entreprise. Donc comment nos entreprises vont apprendre à travailler avec ces écosystèmes. Je voulais vous parler de ce qu'on a mis en pratique il y a 1 an et demi, 2 ans. De 2012 à 2014, Karine, tu m'arrêteras si je me trompe, de 2012 à 2014, 21 entreprises de plus de 5000 salariés en France ont mis en place un lab. Le lab, c'est un lieu qui tangibilise, qui incarne cette démarche collaborative. La question de cette démarche qui décloisonne en fait et qui vont faire travailler, c'est que l'entreprise elle doit apprendre à travailler avec l'extérieur, donc avec ses flux entrants et sortants, mais elle doit aussi apprendre à décloisonner extrêmement vite les silos qu'on a tous en fait dans nos grands groupes ou même dans des plus petites structures. Un exemple pratique, parce que ça c'est un dessin, comment ça marche. Ce qu'on regarde dans les processus d'innovation, on veut désiloter, on instruit, on regarde comment le désilotage se passe. Et ça, c'est des systèmes qui vous permettent de cartographier des réseaux, de voir les individus ou les équipes qui travaillent de manière extrêmement isolée, et de voir aussi quels sont, plus c'est proche, plus il y a de liens en nombre et en qualité, et de voir en fait quels sont, grâce à tous ces nouveaux processus d'innovation, les nouvelles équipes que vous allez créer, on parlait d'équipes multidisciplinaires, quel lien vous allez faire entre cette équipe-là et cette équipe-là pour une valeur à apporter en fait à vos clients sur le service et le produit. Le dernier point que je voulais mentionner ce matin, c'est donc on est sur des nouvelles démarches agiles, itératives, centrées autour de l'utilisateur et en équipe extrêmement disciplinaire. Pour ça, en fait, ça révolutionne tous les processus d'innovation de nos entreprises et on doit le faire sur un mode ouvert et ce sera la qualité de l'écosystème qu'on saura réaliser, organiser, faire fructifier au bénéfice de cet utilisateur final qui fonctionnera. Mais je voulais interpeller sur la notion d'innovation responsable. On a travaillé en fait en design thinking sur des services banque et assurance à plusieurs reprises et on a pu avoir aussi la chance de travailler sur des services aux seniors sur un projet notamment qui s'appelle Altérage où là on a fédéré au-delà des services de banque et assurance sur lesquels on travaille sur ces démarches des équipementiers automobiles, la Poste, j'en oublie, Bouygues Immobilier, voilà. Et on a travaillé sur le monde des seniors et avec cette pratique et sur les services qu'on pourrait leur offrir pour arriver à renouveler en fait une continuité de service sur ces populations. En fait, je ne vais pas le développer, pardon, je ne vais pas prendre trop de temps sur les démonstrations. On a travaillé avec un philosophe qui est à l'ESSEC, un professeur en marketing des services qui s'appelle Xavier Pavie et son équipe qui travaille sur l'innovation responsable. Ce qui est intéressant, je le disais au tout début, à l'heure où les systèmes savent tout de nous, à l'heure où le champ des possibles il est énorme, mais où notre planète a des ressources limitées, où on vit des mutations profondes, en fait, en tant qu'innovateurs, je pense que dans cette salle, nous sommes tous des innovateurs, ceux qui construisons le monde de demain. En fait, on a tous la responsabilité de se poser la question à partir du moment où on a découvert un nouveau souhait, un nouveau besoin de nos utilisateurs. En fait, première question, c'est devons-nous proposer une solution, devons-nous développer quelque chose de nouveau pour faire face à la demande de cet utilisateur? Est-ce qu'il faut un énième produit, un énième système? La deuxième question, c'est tout ce qui va concerner les impacts directs de l'innovation. Parce que les créateurs d'Uber ont pensé à tout l'impact social et sociétal pour les chauffeurs de taxi.
C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup. À l'époque, je remontais dans le passé, sans être au monde du digital, ceux qui ont utilisé l'amiante dans les systèmes d'isolation bâtiment ne voulaient pas développer les problématiques de cancer qu'on trouve liées à l'utilisation de ce matériau. Donc en fait, il y a les impacts directs, ceux qu'on va découvrir dans le processus d'innovation, lorsqu'on va tester, lorsqu'on va l'explorer, et il y a les impacts également indirects de l'innovation. À chaque fois qu'on innove avec une nouveauté, en fait, vous allez accueillir une surprise de ce que va apporter et va créer en fait l'innovation que vous allez générer. Donc en fait, on a parlé du début du processus, centré sur l'utilisateur. Ce qui me paraît important, c'est de dire tout ce que nous inventons, tout ce que nous mettons sur le marché en termes de produits et de services. On parle beaucoup de POC, on parle beaucoup de début autour des objets connectés. C'est intéressant de se dire comment pouvons-nous doter notre système, notre service, des moyens de mesurer ce que vont être des impacts directs de notre innovation et comment en fait pouvons-nous utiliser ça pour travailler sur la suite et sur les impacts indirects que va produire l'innovation que nous avons mis sur le marché. Voilà, j'en ai terminé.